Merci de choisir les visiteurs du soir pour vous informer. Bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et membre de bureau d'Euro Défense France. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Estelle Falzone s'est penchée sur votre parcours. Ça donne ceci, Frédéric Moreau en 60 secondes chrono. Frédéric Moreau est avocat au barreau de Bruxelles, mais aussi chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et contrairement à ce qu'indique Google, il n'est pas historien et n'est pas décédé il y a 20 ans. Frédéric Moreau est en fait spécialiste des questions de défense européenne. Son cheval de bataille, lui qui fut colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air en France, une carrière partagée entre Paris et Bruxelles, Frédéric Moreau travaille plus de 20 ans au Sénat en France. Il participe à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. La Commission et le Parlement européen le chargent également de ces questions. Frédéric Moreau, qui est en faveur de la création d'une armée propre à l'Union européenne. Depuis 2014, il est avocat au barreau de Paris et au barreau de Bruxelles. Parfait bilingue français-italien, Frédéric Moreau a collaboré à des dizaines de publications scientifiques sur l'avenir de l'OTAN ou encore sur l'armée européenne. Alors Frédéric Moreau, pourquoi une armée européenne et pour faire quoi ? Bienvenue à vous Frédéric Moreau. Donc, on est très content d'apprendre que vous êtes toujours en vie, au contraire de ce que dit justement Google, puisque vous nous parliez d'un homonyme spécialiste de l'Amérique latine. Donc ce n'est pas vous, on est très content de vous recevoir ce soir Frédéric Moreau. Peut-être commencer par répondre à la question d'Estelle Falzone. À quoi ça servirait une armée européenne et pourquoi est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui ? Eh bien, je vous remercie de me poser la question, parce que d'ordinaire, on ne se la pose pas. On dit l'armée européenne, c'est impossible, et on s'arrête là. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'une armée européenne est souhaitable ? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le mot armée européenne, c'est son pouvoir d'évocation. C'est pas le seul. Il y a des mots qui sont totems et il y a des mots qui sont tabous. Si vous voulez un mot totem, il suffit de dire pragmatisme et vous êtes sûr, quand vous avez rien à dire, que vous êtes pragmatique et tout le monde sera d'accord. Il y a des mots tabous comme le mot fédéralisme et aussi l'armée européenne. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, le mot armée européenne était absolument tabou. Dans les think tanks, on disait « Ah, mais surtout, nous ne parlons pas d'armée européenne. Ici, nous parlons de défense européenne, etc. » Et donc, la vraie question, c'est celle que vous posez, c'est « Faut-il une armée européenne ? Et si oui, pourquoi ?» Et la réponse, pour moi, est évidente. Elle est évidente parce que, qu'elle le veuille ou non, l'Union européenne est une puissance géopolitique. Une puissance géopolitique ne serait-ce que par la force de son marché. Et cette puissance... Premier marché au monde. Premier marché au monde. Et ce premier marché dispose d'une puissance politique. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'Union européenne peut-elle rester une puissance commerciale si elle dépend d'autrui pour assurer sa protection ? Donc, à bien vous comprendre, pour avoir un poids diplomatique, il faut une armée européenne. On ne peut pas juste utiliser l'argument commercial, il faut aussi l'argument politique, voire militaire. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester une puissance commerciale si on n'est pas capable d'assurer soi-même sa protection. Et si les Européens ne l'avaient pas compris jusqu'à présent, Donald Trump le leur a montré. Donald Trump a fait ce qu'aucun président américain avant lui n'avait fait. Il a décompartimentalisé les questions de sécurité et de défense des questions commerciales. C'est-à-dire que, en bon agent immobilier, il a utilisé son point fort pour contrer celui de l'adversaire. C'est-à-dire que quand Jean-Claude Juncker va voir Donald Trump à à Washington, pardon, et qu'il négocie avec lui, à l'issue de cette rencontre, Donald Trump dira de Jean-Claude Juncker, c'est a brutal killer, un brutal killer. On peut imaginer Jean-Claude Juncker en toutes sortes de situations, mais difficilement comme étant un tueur brutal. Pourquoi dit-il ça ? Parce que Jean-Claude Juncker peut négocier au nom des 27. L'Union. Au nom de l'Union. Et donc, il a tout le poids de l'Union derrière lui, qui est au moins égal, sinon supérieur, en tout cas en taille, à celui des États-Unis. Quand il parle de défense, eh bien, il parle à 27 États, dont certains sont tout petits.
voire inexistant. C'est un peu Jules César qui s'adresse aux tribus gauloises. Et donc il va utiliser l'un pour frapper sur l'autre, et il va être capable d'utiliser, il a fait cela, sa puissance, sa protection militaire pour obtenir des avantages commerciaux. C'est-à-dire qu'il va dire aux Allemands, écoutez, vous êtes bien gentils, mais là, vous arrêtez de vendre des BMW en Amérique, même s'il n'a pas compris que la moitié est fabriquée sur le territoire américain. Sinon, j'enlève les soldats américains de l'Allemagne, ce qu'il a fait. Décompartimenté, c'est ce que vous expliquez. Il a décompartimentalisé. Donc, c'est-à-dire que dans toute cette puissance commerciale, il y a une fragilité énorme, c'est qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir une armée européenne pour aller envahir d'autres contrées, pour faire quoi que ce soit. Mais il s'agit de ne dépendre de personne pour assurer sa propre protection. Même la Suisse, certains États ont rêvé l'Union européenne comme une grande Suisse pacifique, pourquoi pas ? Mais la Suisse a une armée très puissante. Et un service militaire obligatoire. Et un service militaire obligatoire, merci de le rappeler, et des avions de chasse, et tout le suite, et tout à fait. On a encore l'occasion d'en parler, des armées de défense européennes. On va évidemment aussi évoquer le sommet de l'OTAN de la semaine dernière, la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, et puis la rencontre entre Joe Biden et les dirigeants européens. Mais peut-être encore là-dessus, Nadia Geertz. Oui, là-dessus, parce que vous évoquez Donald Trump. Alors, je suis retombée justement sur un texte de vous que je trouvais quand même un petit peu pessimiste, dont je vais lire quelques phrases, si vous me le permettez. Vous dites donc, dans un monde qui ressemble chaque jour davantage à Jurassic Park qu'à Disney World, un monde dans lequel l'hôte de la Maison-Blanche ne craint pas de piétiner ses alliés, le président russe agresse ses voisins et l'homme fort d'Arabie Saoudite fait assassiner ses opposants, et où les dirigeants d'organisations internationales disparaissent, l'Union européenne ne peut plus se rêver en une vaste Suisse pacifique et neutre. Quand on est vieux, riche, incapable de se défendre et entouré par des voisins agressifs, le pacifisme n'est pas la panacée. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez l'Europe, c'est-à-dire comme une vieille dame riche, incapable de se défendre, entourée de voisins agressifs? C'est pas un peu pessimiste quand même comme vision? Non, c'est factuel et réaliste. Je maintiens ce regard. C'est un regard lucide sur soi-même. Il n'y a pas de pire dévoiement de l'esprit que de voir les choses telles qu'elle voudrait qu'elles soient et non pas telles qu'elles sont. Nous sommes un continent vieillissant par rapport à l'Afrique, ne serait-ce que cela. Nous sommes un continent riche et il n'y a rien à dire à cela. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas d'atouts. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas de jeunesse. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas des ingénieurs qui font chaque jour des exploits technologiques formidables, évidemment. Mais nous sommes, parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes, parce que nous sommes prospères, nous sommes un pôle d'attraction et un pôle d'attractivité, et ça, il faut en être conscient. On s'en rend pas compte de ça, c'est ce que vous dites finalement? Oui, enfin si, on s'en rend compte. De notre puissance, non. Vous dites un pôle d'attractivité, ça c'est très sympathique, mais bon, là, on parle de défense, on parle d'armée, donc vous voulez dire aussi un pôle d'attractivité guerroyante? Vous pensez qu'il y a un réel risque d'attaque vis-à-vis du continent européen? Des attaques du continent européen, il y en a tous les jours. Et ce ne sont pas celles que l'on croit, ce ne sont pas les chars russes qui déboulent dans la trouée de Suwalski, mais des attaques cyber, il y en a tous les jours, des attaques sur la désinformation. Les attaques d'aujourd'hui, les pires, ce sont les attaques sur les élections. Ce sont les attaques qui constituent à fausser la perception des citoyens. À déstabiliser aussi. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Regardez ce qui s'est passé en France lors des dernières élections présidentielles, où quand même il est établi maintenant que le pouvoir russe a tenté d'influencer le résultat de l'élection présidentielle française. Aux États-Unis aussi d'ailleurs. Et aux États-Unis aussi. Cambridge Analytica, y compris par nos alliés. L'affaire Snowden a montré que nous étions aussi victimes d'attaques, d'espionnage en tout cas de nos alliés, et encore tout récemment l'espionnage des leaders européens. Donc il ne faut pas non plus être naïf. Il faut que non, bien sûr. Mais donc quand vous parlez, j'essaie de comprendre. Donc quand vous parlez de défense européenne, en fait vous allez beaucoup plus loin que simplement une armée avec des chars qui soit prête à contre-attaquer. Je veux dire, la défense, c'est aussi la défense par rapport à la manipulation de l'information, par rapport au la cybercriminalité. Voilà, mais évidemment, beaucoup plus large, en évidemment, fait. C'est tout ça la défense. La défense est globale. Il faut bien se garder de préparer la guerre d'hier. Il faut préparer la guerre de demain.
Ça a d'ailleurs été évoqué, ces problèmes des fake news et de la cybercriminalité lors de ce sommet de l'OTAN et lors des réunions entre Joe Biden et les dirigeants européens. On a entendu quelque chose aussi très, très récemment et très souvent finalement, les concepts d'autonomie stratégique et celui de souveraineté utilisés dans les conférences de presse autant par Joe Biden que par les dirigeants européens. Ça consiste en quoi, cette autonomie stratégique et ce concept de souveraineté? On a l'impression qu'on l'entend tout le temps pour n'importe quoi, un peu comme le pragmatisme dont vous expliquiez tout à l'heure la fausse signification. C'est un vrai problème. Si vous me donnez un petit peu de temps, je vais tâcher de vous apporter quelques éléments de réponse. L'autonomie stratégique est un concept qui naît dans les années 1990, avec d'abord la première guerre d'Irak, lorsque les Français surtout et les Britanniques aussi s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de difficultés à projeter de la puissance en dehors du territoire européen, et surtout avec les guerres de Yougoslavie. Voilà. Et donc, la première fois que le concept d'autonomie stratégique est énoncé, c'est dans le livre blanc de la défense nationale français en 1994, comme on dit en Belgique. Il a ensuite été repris et formalisé dans la déclaration franco-britannique de 1998, qui est la meilleure définition à ce jour de l'autonomie stratégique. Je l'ai apporté parce que on la trouve pas sur Internet. Ça, c'est un vrai travail de chercheur. En tout cas, il faut la lire dans la version anglaise et pas dans la version française. La version française, je l'ai demandé aux archives du Quai d'Orsay. Il y a à la fois la définition de ce qu'est une union géopolitique et ce qu'est l'autonomie stratégique. Je vais vous la lire. Premier paragraphe, l'Union européenne doit pouvoir jouer tout son rôle sur la scène internationale. Je pense que quand Madame von der Leyen parle de commission géopolitique, c'est exactement ce qu'elle veut dire. Jouer tout son rôle sur la scène internationale. Voilà. Donc elle renoue le fil quelque part, tissé à Saint-Malo par les Français et les Anglais. Et c'est intéressant que ce soit une Allemande qui le fasse. Et la définition de l'autonomie stratégique est là. À cette fin, l'Union doit avoir des capacités d'action autonomes, appuyées par une force militaire crédible, les moyens de décider d'y avoir recours et la volonté de la faire afin d'agir dans les crises internationales. Donc il y a l'aspect militaire dedans aussi. Évidemment, mais il y a trop. Évidemment, c'est un concept militaire au départ. Donc le stratigos, il vend pas des petits pains. C'est celui qui dirige l'armée derrière le général. C'est celui qui donne à l'armée sa feuille de route, au sens noble du terme, où elle doit aller, avec qui, pour faire quoi, avec quelles alliances. Donc il y a trois éléments fondateurs. Il y a la capacité d'action, y compris militaire, l'aptitude à décider, et puis la volonté de s'en servir. Et tout ça, donc, c'est un concept un peu valise qu'on peut résumer en disant c'est la capacité de faire la guerre tout seul. La question, c'est quelle guerre ? Et la réponse donnée à Saint-Malo, c'est la crise pour gérer des crises internationales. Donc on est dans une autonomie stratégique qui est limitée à la gestion de crise. Elle est tout à fait compatible avec l'OTAN. Il y a trois marqueurs forts qui dissocient l'autonomie stratégique originale d'une indépendance militaire totale, qui sont: il s'agit de faire de la gestion de crise et non pas de la défense collective, y compris avec des armes nucléaires. Il s'agit de le faire en dehors du territoire de l'Union, alors que l'OTAN, c'est sur le territoire de l'Union. Et puis, élément très important, l'autonomie stratégique européenne, c'est sans les Américains, tandis que l'OTAN, c'est avec les Américains. C'est ça peut-être la différence la plus flagrante, peut-être. Vous parlez de savoir se débrouiller tout seul, c'est justement laisser de côté l'allié américain. Et c'est voulu et poussé par les Américains qui disent: écoutez, moi je veux bien vous aider pour la Yougoslavie, mais enfin la Yougoslavie c'est votre jardin, c'est votre voisinage, c'est votre problème, je veux bien vous aider, mais là c'est la dernière fois, débrouillez-vous tout seul pour la prochaine fois. Concept qu'on retrouvera plus tard dans le concept de leadership from behind, poussé par Obama. Donc c'est voulu par les Américains, cette autonomie stratégique-là. Parce que c'est voulu par les Américains, c'est accepté par les Britanniques, et c'est voulu par les Français, et c'est complètement compatible avec l'OTAN. Il y a une articulation
très net entre la défense collective et la gestion de crise. Mais c'est lié à la demande américaine d'augmenter justement les dépenses de chaque pays dans la défense européenne ou la défense de l'OTAN. C'était un temps où, si vous me permettez, les Américains n'avaient pas encore inventé cette histoire de partage financier du fardeau qui n'arrivera que plus tard, et où ils étaient surtout intéressés par les capacités militaires de l'Union européenne. Et ils disaient, mais écoutez, il faut que vous soyez capable de prendre en compte votre propre voisinage, votre propre défense. Ça, c'est la défense, l'autonomie stratégique dans sa version originale. Elle va évoluer progressivement, sémantiquement, on va avoir un glissement sémantique à partir de 2013, d'abord dans une communication de la Commission européenne, puis dans une communication du Conseil européen, qui va étendre ce concept d'autonomie stratégique à l'ensemble, et ça va devenir une sorte d'indépendance militaire totale. On va gommer le fait que ce soit de la capacité de conduire la guerre pour la gestion de crise. On va dire, c'est la capacité de conduire la guerre tout seul. Et donc là, cette indépendance militaire va effrayer. Et donc, elle va être reprise consacrée en quelque sorte dans la stratégie globale en 2016, et elle va effrayer d'abord tous les pays de l'Est et les pays baltes qui vont dire, mais si vous voulez être capable de faire la guerre tout seul, en fait, ça veut dire que vous voulez plus des Américains. Et donc, en réalité, c'est un stratagème des Français pour se débarrasser des Américains. On le savait bien, du reste, l'origine du concept est français. Tout ça, c'est une manœuvre encore de ces maudits Français. Il va y avoir un deuxième contre-feu, nommé en particulier par Margaret Vestager, qui va dire, mais au fond, ce que vous nous dites, ça ressemble beaucoup à l'autonomie, à l'autarcie. Autonomie, autarcie, vous êtes en train de nous dire que, voilà, vous remettez le couvert sur le protectionnisme, et donc, en fait, vous voulez pas ouvrir votre industrie aux autres industries, en particulier l'industrie américaine, et donc on va allumer un contre-feu en disant, il faut l'open strategic autonomy, ce qui est un oxymore, parce que soit vous êtes autonome, soit vous l'êtes pas. Et puis enfin, il y a tous ceux qui vont dire, mais au fond, l'autonomie stratégique, c'est pas que le militaire, c'est aussi le numérique, c'est aussi le technologique, c'est aussi le financier, c'est aussi l'industrie, voilà. Et donc on va avoir toute une série de déclinaisons d'autonomie stratégique dans tous les domaines. Maintenant, tout est devenu autonomie stratégique, l'autonomie numérique, l'autonomie industrielle, etc., etc. Donc là, il y a bien ces deux concepts d'autonomie stratégique qui vient du militaire et qui, à la fin, ne veut plus rien dire. Il y a le concept d'indépendance, parce qu'on a déjà un mot pour dire ça. On a déjà un mot, c'est l'indépendance. Et puis, il y a encore un troisième mot qui va apparaître. Au fur et à mesure, on va dire, mais si les autres Européens ne veulent pas de l'autonomie stratégique, c'est pas grave, on va parler de souveraineté européenne. Et donc là... C'est les deux thèmes qu'on a entendus justement la semaine dernière. Et puis, il y a même ceux qui vont dire, allez, on va aller jusqu'au bout, on va parler de souveraineté stratégique. Donc là, on atteint le fond du fond, et donc ça veut plus rien dire. La souveraineté, c'est un concept de droit. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance, qui est un concept de fait. La souveraineté, vous trouverez des dizaines de livres sur le sujet, mais je vais vous donner ma propre interprétation. C'est un concept qui a été inventé au XVIe siècle par un juriste français qui s'appelle Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, dans ce qui était alors un conflit de légitimité entre la légitimité du pape et celle du roi de France. Et à l'époque, on disait le roi de France est roi par la grâce de Dieu. C'est un roi de droit divin. Et le pape dit, ça tombe bien, moi je suis le principal serviteur de Dieu sur terre, donc vous devez m'obéir en vertu d'une règle de droit. Il faut souligner 3 fois, en vertu d'une règle de droit. Et là, Jean Bodin, légiste du roi, intervient et dit, non, pas du tout, le roi de France n'a pas à vous obéir. Pourquoi ? Parce qu'il est souverain. Il a le pouvoir de donner et de casser la loi. Et la souveraineté en droit, c'est quelque chose d'extrêmement précis. On sait ce que c'est qu'un État souverain. Le prince de Monaco est souverain. Personne ne peut imposer, en vertu d'une règle de droit,
ce que le prince de Monaco a fait. Ça ne veut pas dire qu'il soit indépendant. Il fallait prendre le temps d'expliquer évidemment voilà, ces concepts, excusez-moi, c'est un peu dans long, tous les sens, sans trop savoir de quoi on parle. Mais j'aimerais vous entendre sur autre chose aussi, Frédéric Moreau, sur le sommet de l'OTAN, que vous avez pu suivre évidemment en direct la semaine dernière sur l'N24. Véritable rupture entre Donald Trump, l'ancien président américain, et Joe Biden. Vous avez cette impression, vous, Frédéric Moreau, que le lien transatlantique, sérieusement abîmé pendant la période Trump, est peut-être revitalisé avec Joe Biden, ou vous restez prudent ? Alors moi je reste extrêmement prudent. Il y a une rupture dans la forme, ça c'est indéniable. C'était voulu d'ailleurs par Joe Biden. C'était voulu par Joe Biden. C'était pas très difficile à faire. Tout le monde l'attendait. Les Européens sont extrêmement heureux. Du reste, il suffit de voir, d'entendre les mots de Charles Michel quand il accueille Joe Biden. Nous sommes extrêmement contents de vous recevoir. Donc, et c'est une joie non feinte parce que effectivement, après le chaos stratégique de monsieur organisé par monsieur Trump, effectivement. On a le sentiment d'un retour à la normalité, un sentiment d'un retour à la diplomatie. Donc ça, c'est une rupture sur la forme. Est-ce que c'est une rupture sur le fond ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste avant la venue de Joe Biden au sommet de l'OTAN, il y a eu 3 articles très intéressants de 3 think tanks américains qui se font les défenseurs de l'autonomie stratégique européenne. Alors que le concept est contesté en Europe, dans l'Union européenne, les Américains s'en font les défenseurs. C'est très intéressant parce que ce ne sont pas n'importe quel think tank, c'est l'American Center of Progress, un certain Max Berkman et 2 de ses collègues qui ont fait un article très intéressant qui s'appelle « Argument en faveur d'une défense européenne ». Il y a un autre article dans Defense News qui dit « Make European Defense ». European. Et puis, il y a un 3e article dans aussi un journal. Peut-être, Frédéric Moreau, parce que vous le dites, que l'armée européenne soit finalement assurée par une défense européenne, en tout cas par l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez du sommet entre Biden et Poutine ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement qu'on laisse faire les grands qui s'occupent finalement de notre défense et nous, on voit ce qui se passe ? Écoutez, c'est la conséquence de l'absence de la capacité de l'Union à se défendre par elle-même. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un cas qui ressemble étrangement à celui de la guerre froide, où au fond, la sécurité du territoire européen, la sécurité de l'Union européenne, se fait par-dessus la tête des Européens, avec les Russes, un dialogue entre les Russes et les Américains directs. Alors ce sommet, il est gagnant-gagnant pour le président russe et le président Biden. Pour le président russe qui se voit reconnaître ce à quoi il aspire, c'est-à-dire le statut de superpuissance et de traiter d'égal à égal avec la première puissance mondiale, ce que n'est pas la Russie. Le président Biden qui marque un point en disant moi je ne suis pas dans les emportements de M. Trump et je suis capable de mener une diplomatie responsable. Mais il y a un grand perdant là-dedans, dans toute cette affaire, c'est l'Union européenne. Parce que, encore une fois, le destin de l'Union européenne se règle en dehors des Européens. Et ça, c'est tragique. Ça, c'est tragique parce que l'histoire est tragique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir aussi finalement l'alliance sino-russe devenir plus forte, puisqu'on a l'impression qu'on oppose, comme vous l'avez dit, les Américains demandent l'appui des Européens pour lutter contre l'ascension de la Chine, voire même contre justement la puissance russe. Est-ce qu'on ne peut pas voir justement les Russes et Chinois se dire finalement travaillons ensemble contre les États-Unis et de facto contre l'Union européenne ? C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas non plus surévaluer. Je pense que M. Poutine ne vaut pas nécessairement d'un bon œil le rapprochement, se mettre sous la coupe des Chinois, parce que là pour le coup, la disproportion de puissance est très importante entre la Chine et la Russie. Donc il faut éviter de pousser la Russie dans les bras de la Chine, mais c'est difficile. C'est très difficile. Il faut bien comprendre la Russie, il faut bien comprendre ce que veut M. Poutine, il faut bien faire la différence entre le peuple russe et les oligarques et tous ceux qui sont au pouvoir en Russie et M. Poutine. C'est pas la même chose. Oui, et justement là-dessus, que ce soit la Chine ou la Russie, vous pensez que cette escalade de tension pourrait nous mener à une véritable guerre ? On pense évidemment à la situation de Taïwan, qu'on a eu l'occasion d'évoquer ici.
Qu'est-ce qui se passerait? C'est un chercheur qui nous a dit, je pense, ici dans cette émission, il y a une semaine, il nous a dit, si Taïwan est envahi par les Chinois, est-ce que l'Union européenne, est-ce que les États-Unis réagiront? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une question qu'il vaut mieux éviter d'avoir à se poser. Donc, pour éviter d'avoir à se la poser, il faut tout faire pour que ça ne se produise pas. Pour éviter que ça ne se produise pas, il faut comprendre ce que veut la Chine. Et ce qu'est la Chine. Chaque pays a des obsessions dans sa diplomatie. On peut en trouver dans la diplomatie britannique, dans la diplomatie française, etc., etc. Dans la diplomatie chinoise, le point cardinal, c'est la conservation de l'unité du pays. Et du reste, le Parti communiste chinois, la préservation du Parti communiste chinois est tellement importante pour les Chinois parce que c'est l'instrument de la conservation de l'unité du pays. C'est le parti unique aussi. C'est le parti unique, c'est la seule façon qu'ils aient trouvé. Mais c'est quelque chose qui est très ancré dans l'histoire chinoise, qui remonte à la création de l'Empire chinois. Le pays ne peut, les choses ne peuvent aller bien en Chine que si le pays est unifié. Et donc il faut un empereur. Et il n'y a pas d'idéologie, au fond, dans le Parti communiste chinois. Vous pouvez gommer l'adjectif qualificatif communiste. Ce qui est important, c'est Parti chinois. Et donc, attaquer... soulever la question de Taïwan, c'est remettre en question l'unité de la Chine. Et donc là, vous attaquez frontalement ce qui est le plus précieux aux yeux du Parti communiste chinois, c'est-à-dire l'unité du pays. On peut si vous le faites, d'ailleurs aussi là-dedans. Vous pouvez ajouter Hong Kong. Bon, donc là vous le touchez vraiment là où ça fait mal. Et donc ça explique la surréaction de la Chine. Enfin, il y a eu 40 avions de combat qui ont été déployés après la déclaration du G7. C'est dire l'importance que ça a pour les dirigeants chinois. Donc, soit on maintient le statu quo, les dirigeants chinois sont persuadés, à tort ou à raison, que l'unité se fera. Bon. Et c'est pas la peine de brusquer les choses. Ce sont des adeptes de Sun Tzu, de l'art de la guerre. Ils ne déclencheront la guerre que quand ils auront déjà gagné. Oui, et puis il y a tout l'aspect commercial. Donc ça va pas se faire, sauf si vous allez tirer le dragon par la queue. Évitons de le faire. Sur l'actualité du jour, Frédéric Moreau, sur l'avion détourné en Biélorussie, l'Union européenne a décidé de sanctionner financièrement le régime de Loukachenko. La sanction économique, ça reste l'unique arme diplomatique qu'a l'Union européenne dans sa manche. Alors oui. Il faut être clair. Ça marche. Bon, de notre côté, même si là pour le coup, même si on avait une armée européenne, on va pas déclarer la guerre à l'Ukraine parce que elle a intercepté un avion de Ryanair. Ça, même si on avait une armée européenne, ça doit pas. Oui, c'est ça. Ou c'est l'Ukraine, c'était l'Ukraine peut-être. Non, la Lituanie. Vers la Lituanie, mais c'était Ryanair. Tout à fait. Oui, voilà, d'accord. C'était Ryanair. Mais donc là-dessus, sur l'argument économique. Sur l'argument économique, je pense que elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire, et que du reste. Eussent fait les Américains à notre place. C'est ciblé, c'est dirigé, c'est 78 personnes, je crois, qui sont interdites, sanctionnées, interdites de séjour sur l'Union européenne. Les fonds gelés également. Les fonds gelés, voilà. Est-ce que ça marche? C'est très difficile à dire. Il y a des cas, on se souvient des cas historiques où les sanctions ont marché dans le long terme. On pense à l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a des cas où ça marche pas et où ça renforce. On pense à l'Iran. Ou donc, encore plus récemment, bon, c'est peut-être un autre dossier, mais sur la Crimée, on sait que sur la Crimée, ça n'a pas suffi. Bon. Ce qui est très important, c'est de comprendre que la force de l'Union est dans son intitulé même. L'Union n'est forte que si elle est unie. Si on arrive à nous diviser, si on arrive à construire le Nord Stream 2 avec l'Allemagne et que tous les autres ne sont pas d'accord, etc., alors l'Union européenne sera faible. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment constamment garder à l'esprit, parce que cette union dérange, au fond. Elle dérange les grands joueurs internationaux. Elle fait rêver aussi, parfois. Fait rêver, je sais pas, mais en tout cas, elle dérange. C'est plus facile pour le pouvoir chinois d'avoir affaire à la Hongrie, d'avoir affaire d'acheter le port du Pirée, de traiter individuellement avec les uns et les autres. C'est plus facile pour la Russie d'avoir telles ou telles accointances. Pour le Royaume-Uni aussi, d'ailleurs. On l'a vu
dans les négociations qui ont suivi le Brexit. Luc Hénard, là-dessus. Mais quand vous disiez, il y a un instant que l'Europe dérange, mais je rappelle ce que vous disiez suite à l'entretien entre le président Poutine et le président Biden, tout se joue en dehors de l'Europe. Et donc, il n'y a pas là quelque chose de contradictoire. Finalement, l'Europe, elle dérange qui et en quoi ? L'Europe dérange par sa puissance commerciale, par sa puissance normative, ce qu'on appelle l'effet de Bruxelles. Elle dérange quand elle est capable d'interdire Huawei ou pas, si elle s'aligne ou pas. Elle est aussi perçue comme le ventre mou de l'Occident. En attaquant l'Europe, on attaque les États-Unis. Au fond, notre seul grand allié, c'est les États-Unis dans le grand jeu international. Bon, il faut en être conscient. On peut dire tout ce qu'on veut sur les États-Unis, mais c'est notre seul partenaire et c'est notre seul allié. Bon, et en s'attaquant à l'Europe, on dit on va affaiblir les États-Unis. Donc l'Europe, oui, l'Europe dérange. Elle dérange tout le monde par sa puissance commerciale, par son modèle démocratique, parce que on a construit l'Union européenne autour de ces deux idées que sont la paix et la prospérité, et que bon, quelquefois ça plaît pas à tout le monde. Oui, des valeurs démocratiques qui ont été encore rappelées lors du sommet de l'OTAN, autant du côté de Joe Biden que du côté notamment d'Emmanuel Macron, si je ne dis pas de bêtises. Toujours là-dessus, Luc ? Tout à fait, oui, et c'est une question complémentaire. Vous avez évoqué deux faits, celui de Taïwan, et puis il y a eu le détournement de l'avion. Vous avez dit on va pas déclarer une guerre pour ce genre de choses. J'ai envie de vous poser la question, mais alors quand ou qu'est-ce qui, selon vous, mériterait que l'on déclare la guerre ? Il n'y a pas de réponse à cette question. On déclare la guerre quand on estime que ses intérêts vitaux sont en jeu. Quand ces intérêts vitaux sont-ils en jeu, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, il faut rester imprévisible. Il y a des choses où vous avez une quasi-certitude d'avoir un conflit. Mais bon, si évidemment les forces russes envahissaient les pays baltes ou la Pologne, évidemment, nos intérêts vitaux en tant qu'Européens seraient compromis. Et donc, il faudrait déclarer la guerre. Oui, à nouveau, je reviens vers l'Ukraine. Mais est-ce qu'on va déclarer la guerre pour la Crimée ? Pas sûr. Oui, et puis vous avez tout le débat sur la réelle-politique aussi. Là, on l'a évoqué la semaine dernière, ce que faisait Kissinger pour dire qu'il y avait des choix à faire et qu'on ne déclarait pas la guerre parce que, vous dites que si on envahit la Pologne... Sans prendre les valeurs morales en tant que premier indicateur, c'est ça ? Ce serait peut-être un motif. Je vous avoue que je ne suis pas plus certain que ça, que pour des motifs de réelle-politique, si la Russie se prend l'idée d'envahir la Pologne, eh bien l'Europe... non seulement il y a la question de la capacité, mais déclarerait la guerre à la Russie. Bon, alors l'Europe en tant que telle, non, puisque l'Union européenne... L'Union, oui, on parle de l'Union. Il faut être précis. Bien sûr. Surtout depuis le Brexit. L'Union européenne n'a pas la capacité de déclarer la guerre. Et du reste, elle n'a pas d'armée. Donc on peut pas lui reprocher de ne pas faire quelque chose qu'on lui a interdit de faire, que les États membres lui ont interdit de faire. On est revenu à l'autonomie stratégique, finalement. On est revenu à l'autonomie stratégique. Ce qui me surprend toujours du reste, c'est que tous ceux qui condamnent l'idée d'armée européenne sont dans le même temps en faveur de l'autonomie stratégique, ce qui est une contradiction. Ce qui est une erreur intellectuelle, parce que, on l'a dit, l'autonomie stratégique, c'est une capacité d'action. Et la capacité d'action, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler force d'entrée en premier, vous pouvez l'appeler corps expéditionnaire, vous pouvez l'appeler battle group, tout ce que vous voulez, mais au fond, ça s'appelle une armée. L'avantage extraordinaire du terme armée européenne, c'est que tout le monde le comprend. Vous allez dans la rue et vous dites l'armée européenne, du reste, 75% des Européens sont en faveur de l'armée européenne. Ceux qui sont contre l'armée européenne, ce sont les gens dans les appareils d'État, et pour de multiples raisons sur lesquelles je peux m'expliquer. Et de souveraineté notamment. Et de souveraineté. Vous restez avec nous évidemment, Frédéric Moreau, jusqu'à 23h pour continuer à décrypter les principaux faits du jour, avant de se pencher sur notre grand dossier du jour et le harcèlement de rue subi par une très large majorité des femmes. Les questions cachent sur table. Ça sera juste après ceci. Restez bien avec nous. Vous êtes toujours dans les Visiteurs du Soir, toujours avec Frédéric Moreau qui reste avec nous jusqu'à 23h. Il nous a amené d'ailleurs son dernier livre, Défendre l'Europe, avec Olivier Jehan, Plaidoyer pour une armée européenne. Un livre pour tout comprendre justement sur la défense, l'autonomie stratégique aussi européenne. On passe aux questions cachées sur table, les questions les yeux dans les yeux. On démarre avec vous, Nadia Geertz, vous avez la main.
Merci Jim. Alors, je suis tombée sur une carte blanche dont le titre m'a vraiment interpellée. Donc, elle est intitulée « Soumettons l'Europe au jugement de Salomon ». Alors, du coup, j'ai en fait deux sous-questions à ma question cache. La première question, c'est que j'aurais quand même envie que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que ce fameux jugement de Salomon appliqué à l'Europe. Et puis, dans la carte blanche, en fait, vous invitez à se penser en tant qu'Européen. Et du coup, ma question, c'est au fond, qu'est-ce que c'est pour vous l'identité européenne ? Qu'est-ce que c'est être européen? Qu'est-ce que c'est se penser européen? Alors même que dans le texte, vous dites que, au fond, on est perpétuellement dans des tensions, des conflits, des dilemmes. Donc, au fond, est-ce que notre unité, c'est notre diversité? Enfin, je réponds peut-être un peu à votre place là, mais donc, jugement de Salomon et identité européenne? Alors, le jugement de Salomon, tout le monde le connaît, c'est évidemment, c'est lorsque le roi Salomon est confronté à deux femmes qui réclament la maternité d'un seul enfant. Il dit, puisque c'est comme ça, je vais couper l'enfant en deux et donc vous en donnez la moitié à chacun. Et la vraie mère préfère que son enfant vive et donc que la fausse mère ait l'enfant. Et donc c'est comme ça qu'il trouve la vraie mère. Le jugement de Salomon pour l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en finir avec cette conception transactionnelle de l'Europe, où chaque État membre essaye de regarder ce qu'il donne à l'Europe et ce qu'il reçoit de l'Europe, et est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai eu my money back, est-ce que j'ai eu vraiment le retour sur investissement, etc. Parce que c'est infiniment destructeur de l'Europe. Et donc dire on soumet l'Europe au jugement de Salomon, ça veut dire si c'est que ça l'Europe, si c'est qu'un marché, alors on n'a pas besoin d'un hymne, on n'a pas besoin d'un drapeau, on n'a pas besoin d'une célébration, on n'a pas besoin, et surtout on n'a pas besoin de solidarité. Alors il faut arrêter l'histoire des rabais, il faut arrêter l'histoire des fonds structurels. Si c'est ça que vous voulez, alors on va arrêter. Mais si l'Europe, si l'Union européenne, c'est plus que ça, c'est un destin commun, c'est une identité commune, c'est une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, comme cela est promis dans le traité de Rome. Si c'est même une fédération d'Europe, peut-être, puisque c'est quand même la déclaration Schuman, il faudrait peut-être s'en souvenir quand on célèbre le 9 mai, il parle de fédération. Eh bien alors, il faut être solidaire. Mais c'est quoi ce contenu que vous donnez alors à l'Europe, à l'identité européenne? Il n'y a pas de contenu déterminable à l'avance. Être européen, c'est vouloir être européen. Je vais vous faire la même réponse qu'a fait un constituant français qui s'appelait Merlin de Douai à l'Assemblée constituante de 1789. Et à la question qu'on lui posait, on lui disait « Mais c'est quoi pour vous être français ?» Et il venait d'une région, l'Alsace, qui était une région de sang et de langue allemande. Et il a fait cette réponse, il a dit nous ne sommes français ni par la langue ni par la culture, nous sommes français parce que nous voulons être français. Eh bien, je vous fais un peu la même réponse. Nous sommes européens si nous voulons être européens. C'est ça qui est important. Noël Yuval Hariri, dans une série d'ouvrages magistraux, Homo sapiens, etc., dit met en exergue le fait que l'avantage extraordinaire de l'homme sur tous les autres animaux du règne animal tient à sa capacité à agir collectivement. Et au cœur de cette capacité à agir collectivement, il y a cette capacité à raconter des histoires par le langage, par la communication. Cette capacité de narration, voilà, qu'on retrouve depuis les peintures dans les grottes préhistoriques. Eh bien, il y a un narratif européen. Josep Borrell, le représentant vice-président européen, parle de bataille des narratifs. Oui, il y a une bataille des narratifs. Il faut qu'on raconte l'histoire européenne, mais pas seulement celle du passé, celle qu'on veut écrire ensemble. Il faut regarder le futur devant nous pour nos enfants, pas seulement les batailles, les guerres, etc. Voilà. On est européen parce qu'on a envie d'être européen. En tout cas, moi, ça m'a parlé, Frédéric. Oui, mais je peux alors quand même rajouter quelque chose, parce que du coup, j'ai envie de vous parler de la Turquie quand même. Alors quoi, si la Turquie a envie d'être européenne, elle peut l'être. La Turquie a envie d'être européenne pour les mauvaises raisons. Ah, donc ça suffit quand même pas d'avoir envie d'être européenne. Non, la Turquie a envie d'être européenne. Aussi, la Turquie, d'abord, il faut que les deux le veuillent. Et si vous voulez faire partie de la famille, il faut en respecter les règles.
ce qui s'applique du reste pas seulement à la Turquie, mais à d'autres nations européennes. Mais justement, on a trop accepté de pays, et pas que des grands, des petits aussi, qui ont trouvé uniquement des avantages commerciaux, soit par la fiscalité compétitive, je pense à l'Irlande, je pense aux Pays-Bas. Quand Chypre vend des passeports européens, j'appelle pas ça vouloir être européen, c'est faire commerce de l'identité européenne. Bon, alors évidemment, il faut pas non plus blâmer tout un peuple pour ça, mais quand même. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre l'union économique européenne et puis l'union politique, partagée aussi par certaines valeurs. On passe à votre question, Cache, à vous, Luc Hénard. On vous écoute, je pense qu'on revient. Je ne peux pas embrayer sur ce qui vient d'être dit. À la maison. Parce que je reste un peu sur ma faim. Vous disiez, à la question de Nadia, c'est quoi être européen? Et puis, vous dites, oui, mais si on est plusieurs, il faut être européen ensemble. Bien sûr. Et donc, il y a là un exercice un peu compliqué. Comment fait-on pour que toute cette idée, moi, belge, je veux être européen, mais tout seul, finalement, je ne resterai que belge. Et donc, si demain, avec la France, j'ai ce même projet, il faudra qu'on mette ensemble un concept. Donc, quand elle vous pose la question de savoir, c'est quoi, finalement, être européen? Vous avez déjà dit ce que ça ne peut pas être, mais qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez quelqu'un qui a répondu admirablement à cette question, qui n'est pas européen, qui est un chrétien libanais qui s'appelle Amin Malouf, dans un ouvrage de référence qui s'appelle « Les identités meurtrières ». Voilà. Alors, pour répondre tout à fait à votre question, c'est être capable d'additionner les identités. C'est quand les identités deviennent exclusives, c'est-à-dire que quand vous ne vous pensez que en tant que Belge ou en tant qu'Allemand ou en tant que Français, que vous réduisez votre identité à cela, que l'identité peut devenir meurtrière, et nous sommes bien placés pour en avoir fait payer le prix. Donc il faut être capable, je veux dire, c'est ça le grand problème, par exemple, du fédéralisme, c'est-à-dire que les fédéralistes ont été incapables d'expliquer qu'on pouvait être fédéraliste sans cesser d'être français, sans cesser d'être belge, sans cesser d'être allemand. C'est particulièrement difficile pour les Français qui n'ont jamais fait l'expérience d'un État fédéral, c'est plus facile pour d'autres nations, mais on peut être parfaitement français, parfaitement patriote, et se penser en tant qu'Européen. On peut additionner les identités. Il faut les identités, parce que, mais au fond, vous ne pouvez pas faire 50 km sur le territoire européen sans avoir des différences de géographie, sans avoir des différences de culture, sans avoir des différences de cuisine, sans avoir des différences de patois et de langue. Alors, à ce compte-là, il aurait fallu que les Corses restent Corses et que les Bretons restent Bretons. Ils n'auraient jamais pu être Français. On a été capable d'additionner l'identité bretonne avec l'identité française, et sans qu'il y ait de renoncement. Alors ça a pris du temps, ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait vraiment de façon tragique parfois, mais nous avons été capables, au niveau des États-nations, d'additionner nos identités. Si nous sommes capables de le faire au niveau des États-nations, nous devons être capables de le faire au niveau européen. Et je vais vous dire, c'est un impératif. Parce que si nous ne sommes pas capables de le faire, nous allons disparaître de la scène de l'histoire. L'histoire est tragique. On en parlait tout à l'heure avec le sommet Biden-Poutine. L'histoire va se faire sans nous. Notre histoire, ce qui nous concerne. Alors, la question, et je reviens à... Très rapidement, alors, Luc, parce qu'on a énormément de temps. Votre spécialité, vous parlez de l'armée européenne, et je vous lis. C'est pourquoi l'armée européenne n'est pas une option, dites-vous, écrivez-vous, c'est une nécessité. C'est le choix de la dignité, de la liberté, du refus de la soumission. À nous d'y mettre les moyens. La question qui me vient à l'esprit, c'est quand on vous fait l'inventaire des difficultés pour créer cette armée européenne, et armée au sens, je dirais, limité du terme, c'est-à-dire l'armement, enfin bon, on se comprend. De toute façon, le plus petit commun dénominateur fera qu'on aura et on restera avec une armée croupion, à mon avis. Et je me pose la question finalement de se dire, mais il faudrait peut-être mieux renoncer à l'armée et investir toute cette énergie dans d'autres manières d'assurer précisément la dignité, la liberté et le refus de soumission.
Vous avez déjà dit tout à l'heure, que lorsque vous parlez armée, il faut voir aussi ce qu'on met dedans. Et aujourd'hui, l'armée fait plein de choses. On parle de la lutte contre la cyberattaque et que sais-je encore. Bien, mais pour moi, c'est pas ça tout à fait l'armée. L'armée, c'est avoir des militaires qui sont capables de faire la guerre avec de l'armement, défendre le territoire, intervenir ailleurs, mais sur un plan strict qui est celui des militaires précisément. Et donc ici, je me dis finalement, si on s'investit dans tous les autres secteurs, toutes les technologies, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est finalement pas mieux ? Monsieur Hénard, je vais vous retourner la question. Savez-vous combien les Européens dépensent chaque année pour leurs forces armées? Et quand je parle des Européens, je parle des 27 États hors du Royaume-Uni. Les 27 États membres dépensent-ils chaque année pour leurs forces armées? Ils dépensent 190 milliards d'euros, 219 milliards de dollars. 219 milliards de dollars, ce sont les derniers chiffres donnés par le ISS de Londres pour 2019. Savez-vous combien la Russie dépense chaque année pour sa défense? 60 milliards de dollars. Donc elle dépense presque 4 fois moins que les Européens hors le Royaume-Uni. Donc dire qu'on n'est pas capable avec 220 milliards de dollars d'avoir une armée croupion, vous voyez bien qu'il y a quand même un énorme gaspillage, une énorme inefficacité des dépenses de défense. Donc on a absolument tout ce qu'il faut, on a les ingénieurs, on a les industriels, on a les chercheurs, on a l'argent. Le problème, c'est que chacun veut avoir ses avions de combat, chacun veut avoir ses sous-marins nucléaires, et on est incapable de s'intégrer. Et on a peur de quelqu'un qui dépense 4 fois moins que nous. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Vous dites l'armée, c'est uniquement des militaires, etc. Non, tout mon propos sur l'autonomie stratégique consiste à dire que l'autonomie stratégique, c'est d'abord et avant tout la capacité de décider. C'est la capacité d'action, mais la capacité de décider. Ça fait 20 ans qu'on se focalise dans l'Union européenne sur la capacité d'action. On a tout inventé, on a fait les battle groups, l'Eurocorps, le Max, etc. Bon, tout ça n'a donné rien à la brigade franco-allemande, etc. Pourquoi? Parce qu'on a refusé de se concentrer sur la capacité de décider. Il faut les deux. Il faut les deux, sinon vous n'êtes même pas capable de décider quel outil militaire vous allez construire. D'où justement toute l'importance de l'armée européenne. Je recite votre livre ici, Frédéric Moreau, avec Olivier Jehan, Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne, pour évidemment tout comprendre, les tenants et aboutissants de cette armée européenne et ce que ça pourrait nous amener.